alerte pour dire attention, il y a quelque chose qui se passe au Luxembourg et on doit pouvoir changer, on doit pouvoir réformer, on doit chercher des réformes pour pouvoir relancer la mécanique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Michel Rechinger, qui est d'abord un entrepreneur, puisqu'il est PDG de l'entreprise Alfred Rechinger depuis 2001, et il est aussi président de l'UEL. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci pour l'invitation. Donc, on sait qu'il y a une activité qui est très chargée. Le but aujourd'hui n'est pas que j'obtienne des scoops sur ce qui va se passer dans quelques jours. Ça, je laisse ça aux médias traditionnels. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que les gens comprennent qu'est-ce que l'UEL, quel est son rôle, quelle est son action, quelle est son analyse en tant que CEO de l'UEL du contexte actuel et des priorités. Et puis surtout, on va parler de la vraie économie. On va parler des gens qui se lèvent très très tôt, qui travaillent très dur et qui génèrent des taxes pour faire fonctionner tout le système. Et je voulais savoir comment vous analysez les risques et les opportunités. Donc, commençons par la première question. Est-ce que vous pouvez présenter en quelques mots l'UEL? L'UEL est une association de plusieurs fédérations et chambres. Donc, il y a les plus grands, c'est la chambre de commerce et la chambre des métiers. Et puis, il y a les fédérations des artisans, HORESCA, ABBL, ACA et CLC et en dernier lieu FEDIL. Donc, c'est très très large. CLC, ça s'appelle plus CLC, mais ça s'appelle CC. Donc, la Confédération du commerce, tout ce qui est n'importe quelle entreprise qui est inscrite à la chambre de commerce ou aux artisans, ça couvre quasiment toute la vraie économie. Toute la vraie économie. On n'a pas les fermiers ou l'agricole, mais sinon, c'est tout le reste. Ça représente combien de personnes qui travaillent à l'UEL? L'UEL est une équipe relativement réduite, une quinzaine, une vingtaine de personnes qui travaillent sur des sujets bien spécifiques. Je crois que ça c'est important de dire. On n'est pas dans des sujets sectoriels. Donc on ne traite pas de l'industrie. On a une FEDIL qui traite l'industrie. On ne traite pas l'artisanat. Donc on ne traite pas l'alimentation. On ne traite pas l'énergie. Donc on a trois thèmes fondamentaux. Ça c'est le droit du travail. C'est pour ça qu'on est dans les réunions avec les partenaires sociaux. On a la fiscalité et on a la sécurité sociale. Donc, je crois que ça, c'est les trois thèmes où nos membres se sont dit, voilà, ça, c'est des thèmes transversaux et quelque part, c'est bien qu'il y a une entité qui s'occupe de cela. Donc, on a vraiment les trois thèmes-là qui nous intéressent. Donc, aujourd'hui, si on nous demande, par exemple, ce qui était arrivé sur le logement, on n'était pas dans un rôle de spécialiste, mais un rôle de coordinateur entre les différentes entités, parce que le logement, ça c'est aussi un thème qui est transversal, donc tout le monde a ça dans son scoop, les banques, un autre scoop que les artisans, mais quelque part, tout le monde doit en travailler. On a fait la coordination des différentes positions et on n'était même pas porte-parole, mais on a vraiment repris le tout et on était aussi l'interlocuteur à ce moment-là du ministère ou des ministères qui sont occupés pour, encore une fois, dispatcher en interne. Donc, ça, c'est un rôle de coordinateur sur les trois thèmes que je viens d'énoncer. Ça, c'est vraiment un rôle de spécialisation. Donc là, nous, on a les spécialistes dans la maison, on traite les sujets directement. Parfait. Donc en fait, les grandes fédérations mutualisent leurs efforts sur les gros thèmes dont on parle tout le temps et qui sont extrêmement importants pour l'économie du pays. Donc moi, ce qui m'intéresse évidemment en tant que président de l'UEL, c'est comment est-ce que vous analysez le contexte économique actuel? Je pense que les gens le voient quand ils lisent les journaux. Il y a toujours cette recherche du consensus au Luxembourg. On n'aime pas les mauvaises nouvelles. Moi, je suis un fanatique de la statech, je suis un fanatique de la data. Donc, on a l'impression que personne n'est d'accord sur l'analyse des chiffres. Que pense l'UEL des chiffres économiques aujourd'hui en 2025? Je crois que on a le même procédé. Donc, on analyse les chiffres qu'on reçoit, que ce soit Statec, que ce soit Bruxelles ou international, donc OECD. Donc, tout ça, on met ensemble et on essaye de voir quelle est l'analyse aujourd'hui ou quelle est la santé du Luxembourg et sur quel projet on doit travailler pour que, notre
notre social, on peut le garder, on peut continuer à être le pays qu'on est aujourd'hui. Ça, c'est le but ultime qu'on recherche. Et aujourd'hui, c'est clair, on avait en 5 ans, 3 années de récession, donc on n'a plus de croissance. Je crois que ça, c'est le fondamental de notre analyse. On n'a plus de croissance. Et aujourd'hui, tout ce qu'on a au Luxembourg est basé sur une croissance de minimum 3, voire 5% de croissance. On est d'accord sur ça. Donc ça, c'est clair. C'est le modèle économique. Ça, c'est le modèle économique. Donc, notre modèle économique, depuis 5 ans, ne fonctionne plus. Et quelque part, on le voit. On le voit dans les chiffres. On voit que l'emploi n'est plus là. Donc, on ne crée plus d'emplois. Ça veut dire qu'on ne crée plus d'emplois. Il y a plus de chômeurs. On ne crée plus d'emplois. Donc, ça a une retombée sur les pensions, parce qu'on n'a plus assez de cotisants pour payer les pensions. On le voit, on le verra encore cette année qu'il y aura plus de dépenses que d'entrées dans la caisse des pensions. On le voit dans la santé, donc on le voit partout que la croissance n'est plus là, les caisses se vident et on a un risque on a un vrai risque de modèle social qui ne va plus fonctionner. Il faut le financer d'une façon ou d'une autre. Et quelque part, on n'est pas encore dans le cadre de la France, on n'est pas encore dans le cadre de la Grèce ou de l'Espagne, heureusement, mais nous on alerte pour dire attention, il y a quelque chose qui se passe au Luxembourg et on doit pouvoir changer, on doit pouvoir réformer, on doit chercher des réformes pour pouvoir relancer la mécanique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'utilise beaucoup une source qui est publique, qui était le PowerPoint que l'UEL a présenté aux formateurs en 2023. En l'occurrence, le formateur, c'était Luc Frieden. Ce document est public. Moi, je l'ai rendu public, encore plus public sur stripes.lu dans le dataset. Ça s'appelle PPT UEL aux formateurs. Parce que là, vous aviez vraiment donné un aperçu total, assurance, fonds, industrie, et qui était extrêmement clair, basé essentiellement sur des chiffres de la Statec. Donc, à un moment donné, effectivement, je pense que ça serait bien que tout le monde se mette d'accord sur la réalité des chiffres. On entend souvent le CGFP dire que la raison pour laquelle ils refusent des projets de réforme, c'est qu'ils ne sont pas d'accord sur les chiffres. Bon, si on n'est pas d'accord sur les chiffres de la Statec, il y a quand même un problème. Maintenant, revenons sur votre analyse. Maintenant, les priorités. Donc, si l'UEL pouvait influencer l'agenda du gouvernement, s'il y avait 3 priorités, qu'est-ce que vous diriez au gouvernement? Qu'est-ce qu'ils doivent atteindre comme objectif à moyen terme? Ce n'est pas si facile que ça, malheureusement. J'aime bien croire que c'est facile. Mais effectivement, mais il y a sur tous nos sujets, donc je dis organisation du travail, fiscalité, sécurité sociale. Prenons peut-être fiscalité, qui est quand même assez facile. On sait que M. Roth a fait des efforts. On a vu là 1 point de moins sur les taxes, on a vu la réforme des tranches d'impôts l'année dernière. On sait qu'il bosse, il obtient des choses. Sa prochaine priorité, là, il vient de sortir qu'il y a un projet de loi sur les stock options. C'est quoi le next step pour aider les entreprises? Je crois qu'il y a plusieurs choses. Donc, on n'est pas homogène dans nos membres, donc tout le monde a ses idées, donc tout le monde a des priorités différentes sur la fiscalité. Maintenant, le plus important membre, il ne faut pas se leurrer, c'est l'ABBL, donc ça c'est les banques et les assurances. Donc, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin de stabilité, mais ils ont besoin de prévisibilité et ils ont besoin de rentrer dans dans un environnement où, par rapport aux taxes, on revient dans une moyenne européenne. Tout le monde croit ou dit, donc en tout cas à l'étranger, que le Luxembourg, c'est un paradis fiscal, mais si on regarde les taux affichés, on est au-dessus de la moyenne européenne. Plusieurs pourcents au-dessus. La moyenne, c'est 21 et nous, on doit être à 24 ou quelque chose comme ça. Là, on a dit, donc on a clairement dit, et le gouvernement sait aussi, donc je crois que c'est dans son accord de coalition, elle a dit, on doit revenir dans la moyenne européenne. Mais allons-y. Donc, faisons le pas. Je crois que encore 1% en moins pour aller dans la bonne direction. Ce que le gouvernement il a fait ces 2 premières années, c'est surtout travailler sur les personnes physiques, sur le privé. Donc, donc il a fait des abaissements de taxes, il a fait tout pour rendre la... Ça, c'était les tranches il y a un an. Voilà, un an et demi. Tranches, donc c'est cette question
le barème. Le barème, oui, mais aussi d'avoir le pouvoir d'achat du privé, donc augmenter le pouvoir d'achat. Donc plein de choses ont été faites et c'était bien fait. Donc, et maintenant, aujourd'hui, c'est le moment de venir à ce que, aux bases qu'ils ont dit, on doit avoir une économie forte pour que le pays avance. Voilà, maintenant, on a 2 ans, on a fait des choses pour le privé. Allons maintenant dans la direction de l'économie. Donc, allons pour les taxes par rapport aux banques, il faut afficher un autre taux. Il y a des positions très spécifiques pour qu'est-ce qu'on peut faire pour l'artisanat, qu'est-ce qu'on peut faire pour des reports de bénéfices. Donc, des choses qui sont très techniques, mais qui sont sur la table. Et on dit, voilà, maintenant, ça c'est vraiment secteur par secteur ce qu'on peut faire. Et ce catalogue, il a été établi par l'UL et on va le discuter avec le ministre Roth maintenant pour vraiment avancer. Ce n'est pas je voudrais même dire, ce n'est pas des demandes spécifiques de l'UL, c'est plutôt une mise en œuvre de l'accord de coalition que nous, on dit, voilà, vous avez décrit cela dans votre accord de coalition, ben pour nous, ça veut dire que point par point, dans le détail, ce qu'on peut. Mais si je reviens au-dessus, du coup, si j'ai bien compris, le point commun à tous vos membres, ça reste les corporate taxes. On sait que le gouvernement a baissé d'1% ses corporate taxes, ce qui nous rapproche un peu de la moyenne européenne. Si j'ai bien compris, ça serait bien qu'il recommence en janvier prochain, encore 1%. On continue de se rapprocher. On est toujours au-dessus de la moyenne, mais on devient un peu plus compétitif. Ça pourrait être une priorité facile. C'est une priorité parce que ça, c'est aussi quelque chose pour montrer à l'étranger, voilà, il y a quelque chose qui se passe. La fameuse attractivité. Voilà. Sachant que vous parlez de la BBL, on sait qu'il y a toujours un peu des malentendus. La BBL, c'est surtout les banques retail et la banque privée. Le vrai driver de l'économie, c'est plutôt l'ALFI, qui est les fonds. Aujourd'hui, l'argent, on sait qu'avec les taux d'intérêt qui sont montés en 2022-2023, les banques ont fait des profits records. Mais ce n'est pas ça le vrai cœur de l'économie luxembourgeoise, ce sont les fonds d'investissement qui nourrissent un écosystème absolument colossal. Donc, continuons l'exercice avec le droit du travail. S'il y avait une priorité, c'est quoi? Moi, je suis entrepreneur, employeur. Est-ce que ce serait peut-être cet absentéisme? On a vu les statistiques s'envoler. Aujourd'hui, c'est très facile de ne pas venir au travail sans avoir le moindre problème, parfois pendant quelques semaines ou quelques mois. C'est ça la priorité ou c'est autre chose? L'absentisme, c'est à cheval entre le travail et la sécurité sociale. Parce qu'en principe, c'est la sécurité sociale qui gère cet absentisme. Donc, si on veut parler absentisme, oui, c'est clair, c'est une priorité. Et il y a des solutions. Donc, aujourd'hui, il y a des solutions un peu plus brutales. Par exemple. Donc, pour dire, voilà, au lieu de dire que c'est la participation. Et voilà, on a aujourd'hui un salarié qui ne vient pas travailler, 80% de son salaire est repris par la mutuelle qui reverse l'argent aux entreprises et 20% c'est l'entrepreneur qui paye. Pendant 63 jours, et puis c'est la caisse qui reprend. Mais on pourrait très bien dire jusqu'au moment que la caisse reprend, pour les 63 jours, mais faisons 10 et 10. Donc pourquoi est-ce que ce n'est pas le salarié malade qui recevra que 90% de son salaire, donc il participe à la maladie, et pourquoi ce n'est même pas, dans mon idée, ce n'est même pas antisocial ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, il a moins de charges. Donc, il ne va pas au restaurant, il ne prend pas la voiture. Donc, quelque part, il y a une raison où on peut dire, voilà, on peut expliquer, bah, tu n'as pas besoin de tuer à la maison, tu peux pas, tu es malade. Donc, tu participes au fait que tu es moins productif. Voilà. Et là, et on peut être, les syndicats ne seront pas d'accord, mais on le sait très bien parce que les études nous les ont montré, directement, l'absentisme de 1 jour et de 2 jours, il va disparaître. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Aujourd'hui, on sait que le lundi, on a 3 fois plus de malades que le mercredi. Le vendredi, je crois 4 fois plus de malades que le mercredi. Donc, il y a quand même un problème.
je crois qu'il faut adresser le problème. Okay. Ça, c'est une possibilité un peu plus musclée, mais même d'un autre côté, on a aussi aujourd'hui des règlements, des lois qui existent. C'est le contrôle médical. Donc, regardons que le contrôle médical fonctionne vraiment, parce qu'aujourd'hui, il fonctionne très mal. Il a progressé, je pense. Il y a beaucoup plus de visites, il y a beaucoup plus de contrôles. Ils ont définitivement, il y a beaucoup plus de visites administratives. Et aussi de personnes qui sont renvoyées de force au travail sur le thème « Vous n'êtes pas malade, retournez au travail, on ne vous paye plus ». Mais aujourd'hui, je crois qu'ils sont en manque d'une quinzaine de médecins contrôleurs au sein de la CNS. Sans doute. Donc, quelque part, donnons-leur les moyens. Il y aura sûrement plus de malades fictifs qui reviendront au travail. On a fait les analyses, eux, ils ont fait les analyses, où ils ont dit rien qu'appeler le jour même de la visite médicale, donc aujourd'hui avec la digitalisation, donc eux, ils le voient très vite. Très vite. Mais même avant que le gars il sort du médecin, il peut avoir un téléphone et dire tu étais maintenant chez le médecin, viens chez moi s'il te plaît. Exactement. Et là, on sait que... il a dit non, c'est vrai, je me sens bien, je vais retourner au travail. Donc ça, c'est très intéressant. Ça, c'est un fait. Il y a sûrement des malades et on ne veut jamais jamais dire qu'il n'y a que des malades imaginaires. Donc il faut bien traiter ceux qui sont malades, mais il y a clairement aussi de l'abus et c'est cet abus qu'il faut adresser. C'est toute la difficulté, c'est la même chose avec l'abus du chômage. On sait qu'il y a des gens qui prennent le chômage et qui font du business à côté. C'est punir sévèrement les fraudeurs, mais protéger correctement ceux qui méritent la protection sociale. Je pense que là, on est d'accord qu'on a la chance d'avoir cette protection. Je reviens des États-Unis où j'ai passé quelques semaines. On voit ce que c'est une protection sociale faible, c'est désastreux. Donc, c'est trouver cet équilibre. Juste une petite question, une petite provocation. Là, c'est le chef d'entreprise qui parle. On n'a pas parlé de la criminalisation des certificats de complaisance. On sait très bien, et c'est plutôt à Thionville, c'est plutôt à Arlon, là je prends mes responsabilités en disant, on sait quels sont les docteurs qui vont vous donner un certificat de complaisance, c'est bon pour leur business, ils ont des gens, voilà, c'est un business. J'avais évoqué il y a un an l'idée d'envoyer des caméras cachées et on m'a dit surtout ne le fais pas parce que le collège médical va te faire un procès. Je crois que ça, c'est un peu la problématique, que là, on est en quadripartite, donc il y a un partenaire supplémentaire, ça c'est le corps médical. Et là, on doit trouver les compromis, respectivement les solutions. Et les solutions ne viennent que si tout le monde est ouvert à traiter, et à ne pas se cacher derrière les vérités. Aujourd'hui, on est encore trop souvent qu'on se cache derrière les réalités. Un chiffre, un médecin, la moyenne des jours de maladie qu'un médecin généraliste fait au Luxembourg, c'est dans les 3 000 €, 3 000 journées qu'il 3 000 par an. Okay. Il y a 10 par jour, c'est pas énorme. Il y a un certain nombre qui en font 10 000. Il y en a 2 qui font 100 000. Donc, et 100 000, ça c'est vraiment que la secrétaire qui l'a déjà devant la porte et qui peut le... Ah, wow. Donc, et ça c'est quelque chose... La data existe. La data existe et il faut juste faire quelque chose. Et ça, c'est au Luxembourg, c'est aussi Thionville. On prend les jours de congé donnés de l'extérieur. Donc, on arrive à identifier les criminels. Et je dirais la même chose au corps médical. Il faudrait que j'invite d'ailleurs des responsables du collège médical. C'est la même chose pour eux. On sait que 99% des médecins sont 100% honnêtes. Et il faut les protéger contre le 1% de personnes qui sont des fraudeurs. Et qui coûtent des millions à la sécurité sociale. Donc, on a fait la fiscalité, on a fait le droit du travail. Le troisième... on n'a pas encore fait le droit du travail, donc on a fait la sécurité, une partie de sécurité sociale. Donc, ça, c'est pour les caisses. Donc, après, il y a encore les caisses de pension. Large sujet. Et sur le travail, je crois que c'est que dans la rente sociale, sans aller dans le détail, on voulait avoir des avances sur les droits du travail pour faciliter le travail entre le salarié et son patron. Je crois que je viens d'une entreprise familiale et moi je sais que mon principal atout dans mon entreprise, c'est mes salariés. Bien sûr. Donc quelque part, et ça,
aussi là, 99% des patrons le savent. Et ils ne vont jamais essayer de faire du mal à son outil de travail le plus important. Donc, quelque part, les demandes qu'on a faites sont surtout ces demandes d'avoir une discussion directe avec le salarié sans devoir passer par des syndicats nationaux. Cette demande-là, ça aurait été facilité énormément les échanges avec les salariés. Bon, aujourd'hui, on n'est pas là, donc on a toujours des lois qui sont très restrictives dans ce sens-là. Et anciennes. Et on nous prend la possibilité d'organiser notre travail, d'organiser convenablement le télétravail, d'organiser convenablement les pauses, d'organiser convenablement les jours de travail de nos salariés, parce qu'il y a des contraintes qui aujourd'hui ne sont plus intelligentes. Donc, quelque part, c'est malheureux, mais on est là et on continue à travailler pour trouver des solutions. Et il y a une explication qui est très très facile, hein, je suis passionné par l'histoire, c'est qu'on oublie que le droit du travail, les syndicats viennent de la même industrie, c'est la sidérurgie. En 1970, le Luxembourg, c'était soit agricole, soit sidérurgique. Et on a encore très fortement cette culture. J'en parlais avec Robbie Goebbels il n'y a pas longtemps, c'est très intéressant. C'est qu'on a toujours une perception du travail au Luxembourg qui est sidérurgique, c'est-à-dire un employeur qui fait l'école, la garde des enfants, la retraite, etc. Alors qu'effectivement, si on va à Paris ou à Francfort, ce n'est pas du tout ça. C'est une relation transactionnelle. Je gagne mon argent, je développe mon talent, je fais une carrière. Mais si je ne suis pas content de mon employeur, je vais chez un autre. Tout le Luxembourg est encore sur ce logiciel très sidérurgique où quasiment l'employeur doit un travail à l'employé. Il va falloir faire évoluer ça. Entre-temps, on est un leading centre de finance. Et là, il y a un clash des cultures qu'on observe très, très bien. Peut-être pour conclure, parlons des opportunités. On sait que le Luxembourg a toujours su se réinventer, notamment après 1974 et le désastre sidérurgique. Comment est-ce que vous voyez la vraie économie repartir dans les années à venir? Je crois que un des grands soucis aujourd'hui qu'on a, avec toutes les crises, on ne va pas redire toutes les crises qu'on a eues depuis 21, mais quelque part, ce n'est pas des crises nationales, c'est des crises internationales. Okay. C'est l'Europe. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup du futur du Luxembourg dépend du futur de l'Europe. Et donc, si l'Europe arrive à se réinventer, à vraiment outrepasser ces contraintes qu'ils sont mis eux-mêmes. On a un rapport Draghi qui est fantastique. Très clair. Un rapport Letta qui est très clair. Donc, il faut y aller. Il faut faire une Europe plus forte. Et du moment qu'on a une Europe plus forte, le Luxembourg devient plus fort. Parce qu'on est international, on a cette place internationale, on est dans la Champions League dans le financier, donc on est avec les meilleurs du monde. Et pour rester dans les meilleurs du monde, nous, on peut faire beaucoup, mais si l'Europe dégringole, on aura des difficultés à maintenir le cap. Absolument. Peut-être juste un commentaire là-dessus. On a appris aussi les 3 dernières années que le Luxembourg est extrêmement dépendant d'un facteur qu'il ne maîtrise pas, ce sont les taux d'intérêt. Dès que les taux d'intérêt montent, on a les fonds d'investissement qui s'effondrent parce que les gens mettent l'argent à terme. Alors, on a vu que ça faisait le jeu des banques qui ont posté des profits records, mais encore une fois, notre vrai secret aujourd'hui de financement, ce sont les fonds d'investissement. Donc, il faudra peut-être aussi que nos politiciens se posent la question comment se libérer un peu de cette énorme influence. Dès que les taux d'intérêt montent à 5%, le Luxembourg a d'énormes problèmes. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps et bonne chance pour les semaines à venir. Merci beaucoup.